Il n'avait pas bougé durant son sommeil. Sa tête reposait toujours sur sa poitrine quand les rayons la réveillèrent, transperçant le feuillage les entourant. Les rugosités du tronc meurtrissant son dos ne la firent pas bouger. Livy restait immobile à écouter la respiration régulière de l'elfe. Malgré sa position inconfortable, elle avait mieux dormi cette nuit que toutes celles précédentes. Elle espérait qu'il en était de même pour l'immortel. La nature se rappela à elle et elle passa sa main dans ses cheveux. « Tu n'as pas trop mal au dos ?» questionna-t-il les yeux encore embrumés. « Si, mais ça en valait la peine. » Sélaëg l'emmena sur un chemin menant à une étendue de rochers au pied du promontoire. Il la guida à travers la roche jusqu'à arriver devant une grotte située juste en dessous de l'arbre. Il lui indiqua un endroit où elle pouvait se soulager et pénétra dans la caverne. Quand elle revint, il était accroupi à l'entrée et observait quelque chose à l'intérieur. Une fois ses yeux adaptés au manque de lumière, elle découvrit que l'espace était bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. La grotte était profonde de plusieurs mètres. L'elfe pouvait s'y tenir debout sans difficulté. Des stalagmites parcouraient le lieu, et dans un coin, l'eau du lac se déversait, formant un bassin. Livy se retint de bondir en arrière en voyant une forme bouger dans l'ombre. Elle reconnut la bête crème s'avançant pour observer les deux intrus. L'un des Snéguils libérés. « Alors, ma belle, c'est ici que tu te cachais ?» Le Sirliot tendit sa main, paume vers le haut, en direction de l'animal et attendit. Il resta immobile plusieurs minutes, l'animal avançant, puis reculant dans leur direction, prenant son temps de humer l'air, ne les lâchant pas du regard. Elle arriva à quelques pas d'eux. Elle claqua sa gueule dans le vide en montrant ses crocs en silence. Elle renifla d'abord la paume de l'elfe, puis le Sirliot dans son entier. Elle le contourna et fit de même avec elle. Le prince prononça plusieurs fois doucement son nom pour la sortir de sa tétanie. Livy grogna en réponse. Il semblerait qu'elle se soit nourrie de poissons et de petits gibiers depuis notre retour, constata-t-il en observant les quelques os jonchant le sol. Pourquoi tu ne vas pas avec les autres ? La bête l'ignora et alla se coucher dans le fond de la grotte. Le Sirliot lui retourna le traitement et se mit nu, suspendant ses affaires aux stalagmites présentes. Livy vit que la tuméfaction à son visage n'était pas le seul reliquat laissé de ses entraînements avec Eridani. Après un dernier regard envers l'animal, elle imita l'elfe et s'assit dans le bassin profond. Avant de quitter la caverne, ils avaient laissé les rayons de soleil les sécher, faisant rayonner les lignes d'or sur le corps du Sirliot. Sélaëg les mena en direction de l'enceinte ouest de la ville en contournant cette dernière par l'extérieur. Elle fut surprise de constater que les gardes postés sur cette section étaient différents des autres. La plupart n'étaient pas elfiques et ne revêtaient pas la tenue de bleu et d'argent qu'elle avait l'habitude de voir. Son compagnon interrogea les gardes stationnés à la porte, puis la guida à l'intérieur de la cité. Livy nota que les habitants étudiaient le Sirliot tout autant qu'elle. La plupart d'entre eux conservaient une distance de plusieurs mètres avec lui, une crainte inexprimée dans leurs gestes. Il s'arrêta devant une maison bleue adossée à une colline, à l'écart d'une des rues principales. Le long de celle-ci poussait du gui d'éther. Après avoir pris une profonde inspiration et essuyé la paume de ses mains, il toqua à la porte. Le borgne les dévisagea quelques instants avant de les inviter à l'intérieur. L'odeur de nourriture embaumait l'espace. Pour la première fois depuis leur évasion, elle avait faim. La sensation, pourtant familière, la surprit tant elle s'était habituée à voir son content. Umegan était en train de mettre la table et les salua d'un signe de tête, ne leur souriant pas pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Ils restèrent sur le pas de la porte. Deux Snéguils blancs dormaient collés l'un contre l'autre dans un coin de la pièce sous une fenêtre. Entre le salon et la cuisine, un escalier desservait l'étage. Elle était surprise par la luminosité ambiante et vit une ouverture dans le plafond ainsi qu'une grande fenêtre au-dessus de sa tête. « Tu as l'air plus reposé », fit le borgne en s'adossant au buffet au fond de la pièce. À portée de main, une épée et un bouclier. Le Dietio se mit à ses côtés. « J'ai réussi à dormir », fit Sélaëg détachant son regard de larmes pour le poser sur son ami. « On vous a attendu. » « On était sous le vieil arbre », fit son compagnon. « Je suis désolé pour mon comportement. »
La surprise fut lisible sur le visage des deux mâles. « Vous avez mangé » questionna le borgne après un instant de silence. « On ne va pas vous déranger plus longtemps, » fit le Sirliot. Livy leva les yeux au ciel et se retint de lui mettre une claque derrière la tête. Le Dietio sourit en voyant sa réaction. « Réponds à la question, » fit Étinive. « Non. » L'elfe sortit 2 assiettes supplémentaires du buffet et Sélaëg referma la porte. Ils s'approchèrent tous les 4 d'un espace situé au centre du quartier diétier. Sur le côté droit, un pas de tir avait été aménagé de palissades protégeant les abords sur une centaine de mètres. Les cibles en forme de corps divers étaient rendues mouvantes par un mécanisme manipulé par un Sirliot, les faisant se déplacer de droite à gauche, d'avant en arrière. Bien qu'étant sur la ligne la plus éloignée, la volée entière pénétra les mannequins aux endroits vitaux et particulièrement au niveau de la tête, la zone la moins protégée chez les elfes. « Flèche !» fit un Sirliot sur le côté, déclenchant l'avancée du peloton. Ils dépassèrent la zone et pénétrèrent dans un espace herbeux entouré de barrières. Sur la gauche, des individus s'entraînaient au maniement des armes sous la directive d'une Sirlia. Certains utilisaient des épées, d'autres des lances, des haches ou des masses. Sur la droite, un groupe pratiquait le combat à main nue sous la surveillance d'un Dietio à la peau grisée et aux cheveux noirs. Ils s'approchèrent de leur position tandis que les regards se posaient sur elle. Livy entendit l'elfette engueuler un soldat dans son dos. Eridani, les attendant aux côtés du Dietio, lui fit signe de la suivre dans un bâtiment. Sans un mot, elle lui donna des vêtements. Livy ne put pas retenir le sourire d'anticipation de naître sur son visage alors qu'elle quittait sa tenue de ville. Elle allait enfin pouvoir se défouler. Le Dietio ordonna à ses guerriers de briser les rangs et de laisser la place. L'elfette leva un sourcil en entendant l'ordre. D'un haussement d'épaule, elle se positionna au centre. Les combattants se mirent le long des barrières. Livy se demanda si ces spectateurs-là seront aussi bruyants que ceux de là-bas en la rejoignant. Le cliquetis des armes cessa. Les archers avaient rejoint les autres observateurs. Le silence se fit. Le soleil était à son zénith. Elle attaqua la première, visant les côtes de l'elfette qui bloqua, renchérissant d'un coup de pied, la repoussant en arrière. Elle leva un sourcil en ne voyant pas la contre-attaque venir. Elles échangèrent ainsi quelques coups sans qu'aucune n'atteigne l'autre. « Tu me fais mon échauffement ?» Elles se sourirent. L'elfette frappa cette fois avec vitesse et précision visant sa gorge. Une torsion du torse pour éviter le coup et son coude s'abattit dans les côtes de l'immortel. Un grognement et les corps s'écartèrent. Livy bloqua de son avant-bras le poing allant vers son visage en serrant l'articulation dans sa main et se saisissant du gauche venant par-dessous. La tête de l'elfette rencontra la sienne. Douleur. Livy resserra ses prises et lança son genou droit dans l'estomac de l'immortel. Elle n'eut pas le temps de reposer son pied que sa jambe gauche se fit crocheter et elle bascula en arrière. L'elfette se positionna sur elle, libéra sa main gauche et lui asséna un coup au visage. Elle accentua la pression sur l'articulation du coude de la Sirlia, déclenchant un recul de sa part. De sa main libre, elle attrapa la longue oreille et la tira sèchement en arrière. Elle la fit basculer et toutes deux se relevèrent. « Tu as un problème à la jambe ?» demanda Eridani. « Non. »« Alors pourquoi tu es tombée ?» Elle grogna et bloqua le crochet du droit arrivant. L'elfette lui saisit le poignet et commença à le tordre vers la gauche. Elle accompagna le mouvement, sauta et tenta de frapper du genou le visage de la Sirlia. Elle relâcha son bras et s'écarta au dernier moment, finissant sa parade d'un coup de pied dans l'estomac, la faisant glisser sur l'herbe humide. Elle attrapa une poignée de terre et la lança au visage de son adversaire. Se redressant, elle sauta au-dessus de sa tête, passa ses jambes sous ses bras et bascula en avant en voyant l'elfette s'écraser quelques mètres plus loin. Elle s'aperçut que l'atmosphère avait changé. La curiosité des spectateurs s'était changée en inquiétude. Seul Sélaëg les observait, un sourire en coin. « Qui t'a appris ça ?» grogna l'elfette en se redressant. « Secret, » répondit-elle en sentant les bracelets chauffer. « Tu étais plus rapide là-bas, » constata la Sirlia. « Peut-être qu'on te nourrit trop. »« Insinues-tu que je m'empâte ?»« Peut-être. Une pause ?» L'une de nous est encore consciente. Il n'en fallut pas plus à la Sirlia pour reprendre le combat. Il les avait bien dressés. Frapper le plus fort possible, faire couler le sang. Tous les coups étaient permis et aucune trêve autorisée. Ils voulaient du divertissement.
Les combats ne s'achevaient qu'à l'inconscience d'un des combattants. Ils pouvaient durer des heures. Parfois, c'était contre les autres prisonniers, d'autres, les geôliers. Seule la mise à mort était interdite. C'était leur privilège, leur droit. Livy n'avait tué qu'une fois dans l'arène. La Cyrlia l'avait suppliée tandis que leur bourreau hurlait au-dessus d'elle. Elle lui avait brisé la nuque après s'être suffisamment donnée en spectacle. Elle s'était réveillée sous les sévices pendant une semaine. Elle s'écrasa contre la barrière dans un grognement. Elle remarqua les ombres allongées des structures sur l'herbe. « Elle est toute à toi », fit l'immortel reprenant son souffle. « Merde !» ne put s'empêcher de dire Livy en voyant Sélaègue s'avancer sur le terrain. Elle céda de la barrière pour se redresser et s'avança vers le Sirlio se tenant au milieu de l'enceinte. Elle essuya le sang coulant de ses lèvres. Elle ignora les regards braqués sur le liquide. Il était aussi noir que son regard et que ses veines. Elle observa celui carmin s'écoulant de l'arcade de l'aile faite et essuya sa main sur sa tenue. Sélaègue lui lança une épée en bois, un sourire en coin face à l'attitude des siens. Livy leva un sourcil devant l'instrument factice. Elle n'avait jamais tenu d'arme depuis son réveil, et pourtant la sensation de la fusée dans ses mains lui parut familière. « Je ne vais pas prendre de risque », fit Sélaègue en souriant. « Pour l'instant. » Les bracelets diffusèrent une chaleur le long de ses bras et de ses épaules. Il lui laissa le premier coup, puis la força en position défensive. Il contrôla le combat dès le début. Il ne consentit aucune place à la riposte, l'emmenant où il voulait, la curiosité dévorant son regard. Elle para chacune de ses attaques, son corps répondant par réflexe aux offensives. Il accéléra. Elle ne put plus suivre. Il tenta une frappe circulaire contre son épaule. Son bras vint se positionner en bouclier. Le bois s'écrasa contre son avant-bras. Elle força une grimace de douleur à apparaître sur son visage. Les spectateurs avalèrent son mensonge. Pas lui. « Il est temps d'arrêter », fit Humégane. « Observe et apprends », répondit Eridani. « Cela te sera utile pour ton rapport. » Ils reprirent leur distance. Elle laissa pendre son bras et se concentra pour ne plus l'utiliser. Il feinta une attaque sur la droite pour lui décrocher un coup de poing dans le visage. Elle le frôla. Elle ne cacha pas sa satisfaction d'avoir réussi à l'approcher. Il ne retint plus ses coups et sa vitesse. Il la désarma en quelques secondes. L'épée factice partit au loin. Un coup de coude au visage, suivi de son poing. Au second, elle attrapa son poignet et le tordit, passant derrière lui. Il crocheta sa cheville et bascula en arrière, tordant son corps au dernier moment, avant qu'elle ne soit écrasée sous sa masse. Elle lâcha sa prise et s'écrasa sur le côté. « Tu as un problème à la jambe ?» demanda-t-il à son tour. Le message était passé. Livy s'agenouilla tandis qu'il s'accroupissait à ses côtés. Il lui palpa son avant-bras, évitant de rester en contact plus de quelques secondes. Les interrogations devront attendre. « On va continuer avec du factice tant que Belette n'a pas trouvé de solution », fit Eridani quand ils s'approchèrent d'elle. « Vous auriez dû avoir le bras brisé », fit un Sirlio estomaqué. « J'ai la peau dure. »« On a remarqué », constata-t-il avec une certaine crainte. Elle apprécia de le voir détourner le regard, n'osant la fixer dans les yeux. Les rapporteurs du roi auront de quoi combler ses attentes. Et Mégane hocha imperceptiblement la tête. Ses entraînements restèrent l'exclusivité de ses compagnons. Lorsque le forgeron eut fini les protections métalliques, Sélaègue lui mit dans les mains de vraies armes et elle put tester l'efficacité de la tenue créée par Belette. Les feuilles sombres, piquées de coutures blanches, tenaient leur rôle, mais elles n'empêchaient pas la douleur des chocs, ni les fêlures d'os. Elle apprit à ses dépens à les entretenir en les abreuvant régulièrement pour empêcher les lames de les transpercer. Ils n'allèrent plus que rarement sur le terrain commun, la manière dont ils s'entraînaient effrayant les autres. L'apogée s'était fait le jour où, pour qu'elle assimile la puissance des chocs, Sélaègue lui avait tiré dessus à l'arc. Les Sirlions avaient décidé de passer à l'étape supérieure et de lui apprendre à survivre, n'ayant pas oublié la promesse qu'ils lui avaient faite. Parfois, des blessés étaient ramenés en ville, conséquence d'escarmouches avec les Ladians ou de rencontres avec les créatures de l'ombre. Mais un équilibre semblait exister entre les deux royaumes. Les grandes batailles du début du conflit, 7 siècles avant, avaient laissé place à de plus petites anecdotiques. Une seule avait marqué les esprits il y avait de cela 2 siècles. La bataille des princes. Elle découvrit que Lundil passait la plupart de ses journées dans la maison de soins en compagnie du Mégane.
Selaeg lui avait expliqué que son frère était l'un des chefs guérisseurs et à son avis le meilleur du royaume, la fierté brûlant dans son regard. Ses capacités étaient incroyables, maîtrisant autant la magie elfique que naine. Il était celui formant la plupart de ceux désirant s'initier à cet art, et il était responsable de la gestion des secours sur les champs de bataille. Son amour pour la vie et son altruisme avaient poussé beaucoup de ses apprentis à suivre une voie surprenante en cette sombre époque, celle des désarmés. Tyrell lui avait expliqué que cette section de l'armée, dont faisait partie Umegan, était symbolisée par cette écharpe de fourrure qu'ils portaient en travers de leur corps. Leur nom venait du fait qu'ils n'avaient jamais d'armes sur eux. Ils portaient seulement leurs besaces et outils de chirurgie, même au cœur des combats. Par précaution, ils avaient une armure bien plus épaisse que les soldats, aux feuilles doublées, restreignant leur mobilité. Ils s'occupaient tout autant des blessés de leur camp que ceux ennemis. Il n'était pas rare de les voir penchés sur des ladians ou des torians, apportant les soins nécessaires à leur survie, sans pour autant leur permettre de reprendre les armes, contrairement à leurs actions auprès des Syriens. Les montagnards avaient rapidement compris le rôle de ces étranges soigneurs, et jamais leur lame les approchait. Il n'y aurait pas eu, pour eux, plus grand déshonneur que de tuer un être sans défense. En cette journée d'hiver, alors que les lacs étaient recouverts d'une épaisse couche de glace, Livy avait mal. Elle n'avait pas autant souffert depuis longtemps, depuis qu'elle était sortie des souterrains. Et elle haïssait son amie en cet instant plus que tous les autres. Elle se sentait stupide et idiote. Le fait de devoir avancer, tenant sa botte gauche dans sa main et soutenue par Eridani ne calmait pas ses humeurs. D'autant plus que la Cyrlia avait un sourire mangeant son visage et que les habitants les voyant passer les regardaient avec curiosité. Elle était heureuse que, pour une fois, elle ne soit pas allée trop loin des limites de la ville. « Tu prends du plaisir à ma souffrance. »« Jamais, » objecta l'immortel souriant toujours. « Je te hais. »« Je sais. » Elles arrivèrent enfin en vue de la maison de soins, et elle soupira de soulagement. L'elfette avait essayé de soigner sa cheville, mais son aversion biologique à la magie elfique avait aggravé la situation. Son amie n'y avait plus pensé, et, en plus d'une cheville cassée, elle se retrouvait avec une brûlure là où l'immortel avait apposé ses mains. « Tu aurais dû t'en souvenir, » grogna-t-elle. « C'est vrai, » admit-elle pour la première fois contrite. Elles pénétrèrent dans le bâtiment et allèrent directement dans l'aile située sur la gauche. Elle lâcha un soupir de soulagement quand elle comprit qu'elle n'aurait pas à monter les grands escaliers au centre. La Cyrlia l'abandonna une fois arrivée devant un lit et s'excusa pour aller chercher quelqu'un de plus compétent. Elle s'assit en attendant de vrais guérisseurs. À part Livy, il y avait 4 diétiers et 2 Syrians de présents. Elle pensa reconnaître certains et son sentiment fut confirmé quand l'un d'eux, à la peau presque aussi sombre qu'un nain, lui fit un signe de tête. « Cheville foulée ?» demanda-t-il. « Cassée, et une elfette ayant stupidement essayé de prodiguer des soins, » confirma-t-elle en s'asseyant. « Et vous ?»« Une stupide grippe, » râla-t-il. « Je suis vers la fin. Je ne vois enfin plus de snéguilles roses voler dans les airs en dansant et chantant. » Elle rigola en sachant à quel point les hallucinations de fièvre pouvaient être étranges. Ses plaies s'étaient plusieurs fois infectées dans les souterrains, et elle en gardait un très mauvais souvenir. Umegan et Lundil entrèrent dans la pièce avec son amie et s'approchèrent. « Regardons cette jambe, » fit le diétio en s'asseyant. Elle grimaça de douleur quand ses doigts frôlèrent la blessure. Lundil s'approcha, surpris de sa réaction, tandis que le diétio remontait doucement son pantalon. « Un peu réfractaire ?» fit l'elfe en se tournant vers sa semblable. Pour la première fois, Livy s'inquiéta vraiment de l'état de son pied. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» s'énerva-t-elle en essayant de voir sa cheville. « Rien d'irréparable, » répondit le diétio. « Vous allez pouvoir remarcher d'ici... en réalité, je n'en ai aucune idée. Savez-vous combien de temps les vôtres guérissent de fractures ?»« Je sens que je vais voir Talat tous les jours, » fit-elle en référence à la diétière en charge de l'étudier. « Bordel, je te déteste. » Regarde le côté positif. Pour une fois, ces examens se révéleront intéressants. La ferme. Et non, je n'en sais rien, ajouta-t-elle en réponse au diétio. Les autres les observèrent, peu habitués à voir cette facette de leur relation. Umegan secoua la tête et, sans la prévenir, redressa sa cheville. Les jurons sortirent tout seuls. Impressionnant, fit le diétio.
Elle a ses moments, parfois, confirma la Cyrlia. Aussi, mais je parlais de son pied. Je pense que je vais avoir besoin de ton aide, admit-il en s'adressant à Lundil. Essaye d'abord, j'interviendrai au besoin, répondit le prince en se dirigeant vers les autres patients. Hé, je suis pas un cobaye, objecta-t-elle outrée. Il faut bien qu'il progresse, non répondit-il amusé. Ne voulez-vous pas l'aider? Tu es malfaisant, grogna-t-elle. Pourquoi n'ai-je pas affaire aux gentils jumeaux? Le tutoiement lui était venu naturellement. Livy mit ça, par la suite, sur le compte de la douleur. Le prince ne releva pas et elle lui vit même un sourire en coin. Elle reporta son regard sur les mains grises du Dietio posées sur sa peau anciennement de neige. Il les retira pour observer encore une fois son pied, ses yeux malachites se concentrant. Elle y jeta un œil. Plusieurs cloques se découpant en forme de mains étaient apparues en plus de la boursouflure, une énorme tache noire visible en dessous. Elle transperça la Cyrlia d'un regard plus sombre que d'habitude, ses pupilles ne formant plus qu'un point blanc, presque invisible, au centre. Son ami eut pour la première fois la décence de s'excuser. Imogen se mit au travail, faisant naître la magie naine dans ses paumes. Elle sentit les bracelets chauffer de plaisir à ce contact. Ils avaient décidé de la garder sur place pour suivre l'évolution de sa cheville et s'assurer de l'efficacité du traitement. Livia râla, arguant que ce n'était pas la première fois qu'elle était soignée ainsi, et que c'était bien plus qu'elle n'en avait eu le droit par le passé. Eridani et Selaeg s'étaient rangés à la vie du Dietio. Au fond, ils ne savaient pas quelles conséquences cette magie avait sur elle, et c'était l'occasion de l'apprendre. Elle voulut leur rappeler la présence de bracelets magiques nains à ses avant-bras, et le fait qu'elle vivait juste à côté de l'un des guérisseurs les plus réputés du royaume, mais ses amis y avaient certainement déjà pensé. Elle comprit bien plus tard que quelque chose avait influencé leur décision, et eux-mêmes reconnurent que de l'avoir laissée seule dans cette pièce avait été stupide. On voulait qu'elle voie quelque chose en particulier. Une fresque. Elle la remarqua le lendemain matin, après un sommeil agité. Elle était peinte sur le plafond de la salle. Des dégradés de bleu, rouge, argent, bronze et noir se chevauchaient, un cercle blanc au milieu, un encadrement d'or. Tout autour étaient peintes des scènes. Juste au-dessus de sa tête était représentée une naine, une ladia, un gorio, un torio et un cirlio. Ils se tenaient tous les 5 en arc de cercle, leurs mains droites posées l'une sur l'autre avec en dessous un tas de chênes en fusion. En arrière-plan, des créatures indistinctes sur les flancs d'une montagne, les ailes déployées. Livy regarda l'image, puis le centre du plafond. Les couleurs correspondaient aux différentes peaux des protagonistes au-dessus de sa tête. Curieuse, elle observa les autres parties et comprit que les peintures racontaient une histoire. Elle se leva de son lit sous les regards intrigués des autres blessés et, s'appuyant le moins possible sur sa cheville bandée, elle observa les différentes parties. Le récit commençait dans le coin gauche du plafond et se terminait, après en avoir fait le tour, au-dessus de l'entrée. Tout le long de son observation, elle sentit les bracelets vibrer à ses poignets. La première scène représentait des Cirlians enchaînés entre eux, avançant dans la neige sous le fouet d'un autre elfe. Il avait la peau dorée, des pupilles de la même couleur et une chevelure grise flottant en vent. Un œil d'or était représenté dans les nuages. Sur la seconde, dans une clairière, une Cyrlia était maintenue agenouillée, tandis que celui au regard d'or rasait son crâne en taillant la chair. Autour, d'autres immortels se tenaient la tête, le liquide coulant entre leurs doigts et sur leurs tempes. Sur leurs mains sanglantes, un œil. La troisième représentait un mâle, sa chair avait été retournée. Un groupe de dorés observait minutieusement l'anatomie éclairée par la lueur d'une bougie. Dans les coins inférieurs, 2 Cyrlia, la chaîne au cou, notaient sur un parchemin leurs explications. L'œil avait été peint dans les entrailles et sur leur front. Sur la suivante, elle vit pour la première fois une représentation des autres espèces. Au pied d'une montagne, sommet rougeoyant, 2 taurians reconnaissables à leur peau d'argent étaient soignés par des Cyrlians. L'œil présent sur chacun d'eux. La 5e la prit complètement au dépourvu. Sur le côté gauche, un Cirlio était représenté dans différentes postures. Tout d'abord, il était agenouillé, son regard abaissé vers un œil en or. Il se relevait, aidé d'une naine aux cheveux et à la barbe bleue, défaisant les chaînes à ses bras. Puis debout,
le dos droit. Il faisait face à une elfette, à la peau laiteuse et aux filaments d'or lui arrivant aux épaules, une dague ceinte à la taille. L'œil s'estompait de son front à mesure qu'il se redressait et que sa chevelure repoussait. Sur la peinture d'après, elle voyait des Sirlians soigner des nains et des elfes dans une clairière, alors qu'un œil était peint, presque invisible, dans l'épaisseur d'une forêt ténébreuse. Au fond, une chaîne de montagnes aux 7 pics enneigées. Sur la suivante, à gauche, il y avait une représentation des 4 espèces elfiques, agenouillées, tête baissée, le crâne rasé, un œil sur leur front. Devant eux se tenait un elfe doré, un fouet et une épée à la main. En face, debout, le dos droit, les cheveux longs, le front dégagé, ceux libérés faisaient face à leurs semblables. La naine était devant eux, un marteau au-dessus de sa tête et un bouclier rond devant. Le Sirlio et la Ladia étaient les mêmes qu'avant. Le panneau suivant était divisé en 2 parties et représentait la guerre des esclaves. Celui de gauche montrait les elfes libres et les nains, en infériorité numérique, combattre les dorés et les asservis. Sur celui de droite, leur nombre avait grandi et ils dominaient dorénavant la bataille. L'image suivante était celle qu'elle avait vue pour la première fois. La dernière représentait les 5 mêmes individus, debout, sur la gauche, observant l'elfe à la peau d'or devenue claire, le dos couvert de plaies, rampant en direction d'une caverne. Dans les mains de la naine, il y avait un marteau. La Ladia avait une dague, le Torio une faucille, le Gorio des bracelets, et le Sirlio un anneau au doigt. Olivier remarqua le changement subtil chez les elfes aux cheveux d'or depuis leur première représentation. Leur peau laiteuse avait rosi, et leur tête se parait d'un mélange d'or et de rouge. La transformation était achevée dans les 2 dernières images. Les immortels étaient comme parés du sang de leurs victimes. Tout autour de chaque image avait été écrite une phrase se répétant en léchir. Elle regretta de ne pas savoir la lire et ne demanda, étrangement, jamais à ce qu'elle lui soit traduite. « Quelle est cette histoire ?» demanda-t-elle au Dietio après l'avoir détaillée plusieurs fois. « La leur, » fit-il d'un geste vague désignant les elfes présents. « Les Sirliens. La façon dont ils se sont libérés de leur chaîne. C'est l'une des raisons pour laquelle un immortel ne s'agenouille jamais. C'est une humiliation. Mais c'est aussi la raison qui les pousse à porter leurs cheveux aussi longs. Il arrive que ce soit utilisé comme châtiment. Raser leur crâne, précisa-t-il. Rarement. Il faut que l'offense ou le crime soit inconcevable. Je ne l'ai personnellement jamais vu appliqué. Et Tim m'en a parlé. Le rejet et l'humiliation poursuivent le fautif pendant des décennies, parfois des siècles. Elle pensa à Sélaëg et Eridani revenus des souterrains le crâne nu. Avaient-ils connu cette honte, ce rejet de la part de leurs semblables? Non, les autres semblaient avoir compris la situation. Mais, et ceux l'ignorant? Comment ont-ils perçu ses amis? Comment un étranger les percevait aujourd'hui alors que leurs cheveux étaient à peine assez longs pour être attachés? « Qui sont-ils » demanda-t-elle au Dietio en désignant les elfes à la peau d'or. « Des Skazis. »« Quoi ? Non, les Skazis ne ressemblent pas à ça. Je parle des elfes à la peau dorée. » Il la regarda un instant comme si elle était devenue folle. « De tels elfes n'existent pas, » répliqua-t-il curieux. « Et la naine ?» fit-elle perturbée. « Quelle naine ? Peut-être que leur magie a bien des effets secondaires sur vous, » s'inquiéta-t-il. Livy n'insista pas. C'était comme lors des premiers jours, quand elle avait parlé des Skiasi et que ses amis s'étaient étonnés qu'elle connaisse ce peuple. Pourtant, il y en avait eu là-bas. Elle en était certaine. Tout autant qu'elle savait que ce n'étaient pas des Skiasi peints sur ce plafond. Mais les autres ne voyaient que ça. Ils ne distinguaient pas cette 5e espèce. Peut-être était-elle folle, après tout. Elle n'en serait pas surprise. « Pourquoi cet œil revenant inlassablement ?» demanda-t-elle le dernier jour en quittant la salle. « Il est raconté que les Skiasi les soumettaient avec leur esprit, » répondit le Dietio.